Bonjour Sonia, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton épisode de podcast. On va tout savoir sur ton parcours perso, ton parcours pro, pas mal d'anecdotes. Je suis sûre que tous tes abonnés, tous tes internautes vont être ravis justement de découvrir ou redécouvrir, hein, parce que voilà, c'est tout à fait possible. Simplement pour te présenter, tu es Sonia Belluti, donc tu es quinca et ça ne se voit pas, je le précise, parce que on a cette énergie, ce soleil méditerranéen en nous. Tu es touche à tout passionnée, tu es podcasteuse et communicante, mais tu es surtout une passeuse d'expérience et tu vas en parler. Et avant de venir dans ton parcours professionnel, j'aimerais justement que tu détailles un peu plus ta vie perso, d'où tu viens justement Sonia. Alors je viens de loin déjà. Je suis née en Algérie et mes racines ont poussé des deux côtés de la rive de la Méditerranée. Donc je me définis plutôt comme méditerranéenne culturellement. Je suis née donc en Algérie, j'y ai vécu, j'ai fait mes études d'architecture. Donc je suis architecte urbaniste au départ. Et je suis venue en France par amour pour le pays, pour la langue et surtout pour un homme qui après est devenu mon mari et avec qui j'ai fait un enfant. Et depuis, je n'ai plus quitté le territoire français. J'ai fait énormément de choses dans ma vie. Je suis vraiment une touche à tout et pas seulement dans les paroles. Je dis souvent pour me définir que j'ai eu 10 métiers différents et sans doute qu'il en reste tout autant devant moi. Je n'hésite pas à changer de casquette, de métier. Quand cela me porte, quand il y a du plaisir, j'y vais. C'est un peu mon mantra, mon leitmotiv dans la vie. Et j'ai embrassé de cette manière plusieurs métiers différents. Donc architecte, mais aussi chanteuse sur scène. J'ai fait le New Morning en France, à Paris, ou le Gibus, je ne sais même plus s'il existe, en fait des salles qui à l'époque étaient très renommées. Euh, j'ai fait du marketing. Je suis retournée à l'école, à la fac, pour faire un master à l'IAE de Paris, pour finalement tout quitter à un moment donné, dans le milieu de l'entreprise, pour créer ma propre structure de bien-être, donc grand écart total. Et, euh, Chemin faisant, j'ai découvert plein d'autres métiers. J'ai été blogueuse et aujourd'hui, je suis podcasteuse. Et le seul point commun de tout ça, pour moi, est la transmission, l'expérience et la transmission. Petite, tu rêvais de quoi professionnellement? Tu te voyais où? Parce que on va parler justement de ta richesse professionnelle, mais elle pensait quoi, la petite Sonia? Ah, la petite Sonia, elle a pensé plein de métiers différents. Je pense que ça a commencé très tôt, le touche à tout. Quand j'étais petite, à l'école en tout cas, j'adorais tout ce qui était scientifique et mathématique. J'étais très bonne là-dedans. Et à une époque, je voulais être physicienne, et en particulier faire de la physique nucléaire. Rien à voir avec le schmilblick d'aujourd'hui. Et, euh, et j'étais très, très attirée par les sciences nat. J'étais vraiment excellente là-dedans, pas parce que je bachotais, mais par intérêt. Vraiment, ça m'intéressait beaucoup. J'aurais pu être médecin aussi, ça fait partie des métiers que j'aurais voulu faire. Et au final, ça n'a pas été le cas. Et au lycée, je voulais être Coco, Coco de Fame. Je ne sais Coco de pas Fame. si quelqu'un a la ref en m'écoutant. Fame, Oui, oui, le film, et j'ai la Fame, ref. la série. Ouais. Donc il y avait Coco qui était à la fois chanteuse, danseuse, actrice. Et moi, je rêvais d'être Coco. Et je lui ressemblais en plus à l'époque. J'avais les mêmes cheveux bouclés et très longs. Je portais des jambières comme elle et je chantais. Et c'est là que j'ai découvert aussi que j'avais une voix entre le lycée et la fac. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Je vais rebondir dessus. Tu as un parcours très riche, on a vu à l'illustration, donc tu t'es mariée, tu as eu des enfants, tu as aussi divorcé, tu as été maman solo, tu as fait beaucoup, tu as touché à beaucoup d'univers dans le domaine professionnel. Mais c'est quoi vraiment ce qui t'a motivé à faire tous ces métiers? Ça a été quoi le fil conducteur et aussi les leçons que tu as appris un peu de tout ça et on rentrera dans le détail après pour le reste. Alors, pour commencer, je dirais que j'ai tout fait très tôt. Je suis rentrée à l'école avant 6 ans. J'ai eu mon bac à même pas 17 ans. Donc j'étais la plus jeune de la fac à l'époque. Enfin, en tout cas de l'école d'archi, j'étais vraiment la plus jeune. Je me suis mariée à 23 ans.
j'ai eu un enfant à 26 et j'ai divorcé à 30. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, ça c'est fait. Tout ce que les autres font à la quarantaine, à la midlife, moi, je l'ai fait très tôt. Et c'est à ce moment-là que le boulevard s'est ouvert. Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je me suis beaucoup cherchée. Je ne me suis pas toujours trouvée, d'autant que j'avais un enfant à charge, que j'élevais la semaine, comme beaucoup de mamans solo, même s'il allait voir son papa le week-end. Mais c'est la vie de tous les jours, c'était être maman et être performante au travail. Et à un moment donné, en entreprise, je changeais en fait souvent de service. Tous les 2 ans, je changeais de service tout en restant dans la même entreprise. Et je me sentais, au bout de 2 ans, toujours arriver à une certaine limite. J'avais besoin de changement tout le temps parce que les débuts m'intéressaient plus que la vitesse de croisière et parce que je m'ennuyais. Ouais, tu te lassais. Et à l'époque, puisque je suis une quinca, donc je peux parler à l'époque, on ne diagnostiquait pas encore les zèbres, les TDAH, ces neuroatypiques. Et clairement, je suis une neuroatypique, maintenant je le sais. Et à l'époque, en fait, je ne faisais que m'adapter à un environnement qui n'était pas fait pour moi. En gros, pour imager, j'étais une contorsionniste qui rentrait dans des cases qui ne lui appartenaient pas. Et à un moment, j'ai eu trop mal aux articulations. Et je me suis dit, plutôt que de changer de service sans changer de cadre qui était l'entreprise, il fallait que je change de cadre. Et c'est là que j'ai fait ma première expérience d'indépendante dans un domaine qui n'avait absolument rien à voir avec le monde de l'entreprise, sinon le bien-être. Le bien-être mental ou le bien-être physique. Et je me suis formée à des techniques de massage. J'ai commencé par ça. Et parallèlement au feng shui, qui était un peu en lien avec l'archi, j'ai ressorti les archives de l'architecture. Et j'ai concilié en fait le bien-être physique par le massage et les techniques chinoises, par le bien-être spatio-temporel qui est le feng shui. Et j'ai créé une entité autour de ça qui était vraiment se sentir bien dans son corps, passer aussi par l'espace dans lequel on vivait, que ce soit chez soi ou au bureau, pour se sentir bien et avancer professionnellement et personnellement. Et j'ai été donc Aura Aroma, c'était le nom de mon entité à l'époque. Et c'était le début du blogging. Et là aussi, c'est là aussi où j'ai commencé à écrire et à créer un blog autour du bien-être pour aller attirer des clients. Et en t'en parlant, là maintenant, je me rends compte qu'en fait, j'étais dans le tunnel de vente, qui est une démarche assez récente. Mais en fait, à l'époque, on était en 2005 et j'ai créé le premier peut-être tunnel de vente puisque je passais par le blogging pour attirer des clients. C'est vrai qu'il y a eu plus l'effervescence en 2009-2010, hein, vraiment avec l'apparition des CMS comme WordPress. Donc tu étais très précurseur là-dedans. Mais finalement, ça va faire le lien plus tard, on va en reparler du podcasting à 50 ans et plus. Je voudrais revenir à un passage qui est important dans ta vie aussi. Tu as été diagnostiqué d'un cancer du sein fulgurant. Est-ce que tu peux nous en parler, comment tu avais reçu cette expérience et surtout ce que ça t'a appris dans ton parcours de femme et femme entrepreneur? Alors, c'est une drôle d'histoire. À la fois drôle presque au sens fun et bizarre. J'ai été diagnostiquée en 2012. C'était un moment où je me cherchais beaucoup en tant qu'indépendante. Parce que j'ai commencé dans le bien-être et comme je navigue à l'envie, ce bien-être, le blogging m'a menée vers d'autres choses. Je suis une passeuse d'expérience, comme tu le disais si bien en début de cet entretien. Et en tant que passeuse d'expérience, tout ce que je vivais, je le transformais à l'écrit. J'ai eu une rupture assez douloureuse à un moment, une rupture personnelle, une rupture amoureuse. Et je l'ai transformée en autre blog sur les relations hommes-femmes. Et c'est là que j'ai été contactée pour écrire sur des blogs tiers et des sites tiers sur les relations hommes-femmes. Tout ça pour dire que du bien-être physique, j'ai abouti à du blogging et en fait, je suis devenue rédactrice pour des sites sur certains sujets. Et là, je me cherchais.
j'étais un petit peu à bout de souffle et puis je venais de rencontrer celui qui partage ma vie aujourd'hui. Ce sujet de la séparation et des relations compliquées n'avait plus lieu d'être. Donc, je ne me sentais pas dans l'authenticité puisque j'allais bien de ce côté-là. Et blanc, on me découvre un cancer du sein fulgurant parce que 1 an avant, tout était nickel au niveau mammographie, de contrôle et radiographie et échographie. Et au bout d'1 an, j'avais développé plusieurs tumeurs. Il y en avait 6 en fait, dont une de 2 cm, ce qui est énorme. Et j'arrive à un moment où je me cherchais professionnellement. Je commençais à me stabiliser sur le plan personnel et je l'ai vécu comme une catastrophe parce que ça remettait en cause tout. Et juste avant le diagnostic, je venais d'être interviewée par une entreprise, la seule qui me faisait rêver, la seule, je me souviens avoir dit à une amie, il n'y a que cette marque, cette entreprise qui me donne envie de retourner en entreprise. Je suis trop bien avec ma liberté en tant qu'indépendante. Et c'est cette entreprise qui me contacte, qui me contacte pour un poste qui vraiment me faisait rêver. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai un cancer maintenant, au moment où tous les feux sont ouverts? J'ai un chéri, j'ai une entreprise qui veut de moi et c'est celle qui me faisait rêver. Et ça, pour moi, ça remettait tout en question. Comment tu l'as analysé finalement avec le recul? Avec le recul, j'ai analysé. En fait, l'univers avait tout mis en place pour que je vive le mieux possible cette maladie et que je m'en sorte. Parce que la stabilité affective était très importante, d'être à 2 à ce moment-là, pour me soutenir et même me soutenir financièrement et logistiquement. L'entreprise, c'est d'avoir une raison de se lever tous les matins et ne pas être au fond d'un lit des jours et des jours parce qu'on est épuisé par la chimiothérapie. Et financièrement aussi, n'empêche qu'être indépendant et être très malade, c'est très compliqué. En tout cas en France, sans doute aussi dans les autres pays. C'est même impossible à vivre parce qu'on n'a pas de revenus et donc comment faire? Et au lieu de mettre en danger tous ces acquis, ça a au contraire renforcé tous ces acquis. Cette entreprise, quand je lui ai annoncé le diagnostic, au lieu de me dire « Sonia, ça ne va pas être possible de continuer », m'a dit « On fera avec ». Et c'est moi qui ai insisté. Je leur ai dit « Mais vous savez, j'ai attendu d'avoir tout le parcours médical pour savoir exactement ce qui m'attendait, pour vous en informer. Je n'ai pas encore signé le contrat. J'ai fait exprès pour être totalement transparente. Je n'ai pas signé le contrat pour ne pas vous mettre en porte-à-faux. Et voilà, la réalité est que c'est un cancer fulgurant. Je vais passer par toutes les étapes, plusieurs interventions chirurgicales, de la chimio, de la radiothérapie. En gros, j'ai la totale. Je vais perdre mes cheveux. C'était un poste où j'étais en contact avec les clients. Comment on va gérer ça? Et là, ils m'ont dit, on va faire avec. Et mon chéri m'a dit, on va faire avec. Et tout le monde a fait avec. Et c'était l'année en plus du bac de mon fils. Donc je me dis, je vais mettre en péril son bac. Et il a fait avec. Il a même eu avec une très, très bonne mention. Donc, comme quoi, c'était possible. Et en fait, j'étais dans la stabilité affective, la stabilité financière, et je pouvais me concentrer sur mon bien-être. Mon conjoint a géré toute la logistique pendant 9 mois de mes... En fait, j'allais travailler, j'étais épuisée. Je mettais les pieds sous la table, les courses étaient faites, la cuisine était faite, le ménage était fait. Et je me concentrais sur mon travail et sur ma maladie, les soins, le parcours de soins. Comment tu as poursuivi au sein de cette entreprise? Maintenant, on te voit rayonnante, donc tout va bien, tout va mieux, heureusement. Et on est ravis, en tout cas, je suis ravie aussi. Je sais qu'on s'est rencontrés dans des zones autour de ces années-là. Combien de temps tu es resté dans cette entreprise? Après, si tu veux la citer, il n'y a aucun souci. Ou non, aucun souci. Et comment tu as évolué et que tu es arrivé aussi à la rédaction de ton livre? Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était après? Alors, la rédaction de mon livre.
Mais revenons d'abord à Oui. l'entreprise. Donc l'entreprise m'a beaucoup soutenue, sachant que j'étais malade, m'a énormément soutenue. Et en contrepartie, et là c'est vraiment un message que j'ai envie de passer aux entreprises qui ont au sein de leurs équipes une personne malade, quelqu'un qui est malade, gravement malade, et à qui on donne toutes ses chances, va vous rendre ça au centuple. Moi, j'ai vu une entreprise qui me faisait confiance malgré tout, qui n'avait pas recruté un CV, mais qui avait recruté une personne. C'était mes valeurs qui les intéressaient, c'était qui j'étais qui les intéressait, parce qu'en termes de compétences, j'étais remplaçable. Ils auraient très bien pu me dire, eh bien, écoutez, ça va être trop compliqué pour nous, on ne va pas signer ce contrat, et on va prendre quelqu'un d'autre qui avait les mêmes compétences. Donc là, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, mais en fait, je ne me suis pas dit grand-chose. J'ai juste voulu me donner à fond. J'ai voulu leur prouver qu'ils avaient eu raison de me choisir et de me garder malgré tout. Et là, on se donne à fond. On se donne à fond avec l'énergie qui est possible de donner à certains moments. L'idée, ce n'était pas de se surpasser, de se cramer en vol. Mais, et c'est vraiment un message que j'ai envie de passer aux entreprises. Quelqu'un qui est malade, c'est d'abord un humain, une personne qui existe au-delà de sa maladie et qui peut donner 100% de ce qu'il peut donner à l'entreprise si elle lui fait confiance. Ça, c'est vraiment le message. Tu es restée combien de temps? Je suis restée plus de 8 ans. Ouais. Et donc, on a traversé toutes les interventions, les chimios, la radiothérapie. J'étais épuisée par tout le parcours de soins. Et j'ai tenu le coup. Je n'ai pas pris de vacances pendant toute cette période-là. Je les ai attendus avec impatience, je ne le cache pas. Et j'ai fait mon maximum. Je ne dis pas que je n'aurais pas pu faire plus, mais j'ai donné mon maximum à ce moment-là, sans rechigner. Alors, je précise aussi que j'avais créé une sorte d'équipe de soins autour de moi, en plus de l'allopathie. Il y avait des médecines dites parallèles, complémentaires. J'étais suivie par un excellent docteur en médecine chinoise qui m'a dit ça va être le parcours d'un athlète de haut niveau, mais on va pouvoir y aller. Et donc, je me suis reposée là-dessus. J'avais une naturopathe, des massages, enfin, un certain nombre de soins et de parcours de soins parallèles pour me maintenir en forme. C'était en quelle année? C'était en 2012-2013. Donc, c'était le début des médecines alternatives, voilà, comme tu dis, parallèles, parce qu'à l'époque, on disait beaucoup ça. Et la naturopathie n'était pas intégrée comme maintenant la kinésithérapie, l'ostéopathie, etc. Oui. La médecine chinoise était un peu là, mais en fait, faut bien remettre le cadre à chaque fois pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient. C'était plus complexe que maintenant. C'était des sectes. Ça l'est encore aujourd'hui. Oui, puisqu'il y a des dérives dans tous les sens. Même en médecine allopathique. Moi, je me suis entendue dire des choses qui m'ont fait bondir sur ma chaise. Donc, les dérives, il y en a partout. Les incompétents, il y en a partout. Il faut savoir s'écouter et y aller en confiance. Si on se fait confiance, on fait confiance au thérapeute qui est en face. Et s'il y a quelque chose qui dérange, on change. Que ce soit un médecin ou un thérapeute. Oui. Cet événement t'a forcément transformé, t'a guidé vers autre chose. On n'est pas là forcément pour parler de la symbolique autour de ça, mais en tout cas, c'est un fait marquant. Comment, donc, 8 ans au sein de la structure, comment tu rebondis après? Qu'est-ce qui se passe quand tu quittes cette entreprise? Alors, je vais juste revenir sur le livre parce que je n'ai pas répondu à la question du livre. Oui, effectivement. Oui, donc sinon ça va faire bizarre. Okay. Comme je suis une passeuse, tu me parlais donc du livre et le livre dans tout ça. Je suis une passeuse d'expérience, c'est comme ça que je me définis et tu me définis. Et cette histoire de cancer, j'en ai fait un livre qui s'appelle « Les tétons flingueurs, comment un cancer change la vie ». Et ce livre, j'ai retracé tout simplement dedans tout le parcours à la fois émotionnel, personnel, professionnel, et qu'est-ce qui m'a aidée à m'en sortir. Ce ne sont pas des recettes applicables dans toutes les situations. Ce ne sont pas des recettes qui forcément vont faire gagner
le combat Mm. contre un cancer. Chaque cancer est unique, chaque parcours est unique, chaque personne est unique. Mais j'ai voulu en parler. J'ai voulu que mon expérience sert d'exemple à d'autres et sert d'espoir aussi à un moment où on nous diagnostique un cancer, de se dire, on a des choses à faire, on peut être à la fois spectateur et acteur de notre histoire et on peut s'en sortir dans certains cas et pourquoi pas et s'accrocher à cet espoir-là. En fait, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu trouver au moment du diagnostic, Très tout souvent ça. simplement. C'est très souvent ça. On crée souvent le livre, le travail, l'émission, L'entreprise, l'entreprise, le projet. le podcast, justement, qu'on aurait aimé avoir. Justement, tu es arrivé au podcasting et tu vas nous en parler. Et tu vas nous parler aussi si c'est un podcast audio ou vidéo. Et vidéo à voir. Tu vas nous expliquer. Moi, je sais tout ça, mais on va expliquer. Justement, tu décris le podcast comme le centre de ton ikigai. Donc, on va le définir. Enfin, je vais te laisser le définir. Combinant ta passion pour le bien-être, justement, et le désir de transmettre. Donc, raconte-nous tout. Janvier 2020, c'était pas encore le confinement du Covid. Je me suis inscrite à un atelier d'ikigai. Comme quoi, ça présageait déjà d'un changement dans ma vie, mais que je ne savais pas. Comme quoi. Hein. Donc, 2020, je m'inscris. C'était une journée entière autour de l'ikigai avec une coach, Audrey Hakoun, pour ne pas la citer, qui est assez connue. Et en fait, on a décortiqué toute notre personnalité. Et à la fin de la journée, on arrive au centre de ce fameux centre de l'ikigai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ikigai, au centre de l'ikigai, c'est l'activité ou le métier. Ce n'est pas forcément un métier rémunérateur, le centre de l'ikigai. C'est ce qui t'anime. Voilà, c'est ce qui nous anime le plus profondément possible entre compétences, connaissance et activité. C'est le croisement de ces trois informations qui crée le centre de l'ikigai, qui est en fait notre corps, C-O-R-E, le cœur de ce que nous sommes, et parfois on ne le sait pas. Et moi, quand je suis arrivée à la définition de mon corps, de ce centre de l'ikigai, c'était en gros conférencière, transmission, écriture. Et j'étais là, mais comment transformer ça en activité? Pour moi, c'était un peu éloigné de ce que je faisais déjà, mais c'est resté dans un coin de ma tête. 1 an après, rupture conventionnelle avec mon entreprise, j'avais une idée en tête, c'est de revenir aux premiers amours qui sont les plantes médicinales. Et dans ma rupture conventionnelle, j'avais négocié qu'il me paye une formation à Besançon, à l'université de Besançon. Un des rares parcours qui accepte des non-scientifiques, parce que j'étais au milieu de médecins, de pharmaciens. C'est une formation à l'université de la santé, en fait, à l'université de médecine, où on forme des infirmières et des kinésithérapeutes et des médecins, pour me former à la phytothérapie et aromathérapie scientifique. Ça a été un... Comment expliquer ça? J'ai adoré. Et le mot est faible. C'était une évidence, quoi. C'était une évidence. J'étais dans mon bain. J'étais en exaltation tous les matins. C'était très dur. J'étais loin. C'était de 8h à 17h. On était en amphithéâtre. Moi, j'ai oublié tout ça. Être en amphithéâtre comme une étudiante de 20 ans. Apprendre par cœur énormément de choses. Les noms des plantes en latin. Enfin, bon, tout ça, quoi. Et j'ai adoré cette transmission. J'ai adoré les intervenants. Certains étaient à la retraite déjà depuis pas mal d'années, qui avaient plus de 70 ans, plus de 75 ans, qui venaient de Suisse, de Belgique, d'un petit peu partout de France, qui étaient là passionnés par leur métier. Ils ont été médecins, phytothérapeutes et aromathérapeutes toute leur vie. Ils étaient là. Quelle chance d'être face à des anciens qui ont fait de leur passion toute une vie, tout un métier,
et qui était là pour transmettre ce qu'il savait. Et comment tu arrives au podcast alors? Et quand je suis sortie de là, je lui ai dit, c'est maintenant que je vais commencer à apprendre. Parce qu'on avait des informations brutes, des lignes directrices pour faire la différence entre le blé et l'ivraie, en quelque sorte. Qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment lire, comment comprendre une plante, comment elle agit, ok. Mais dans la vie de tous les jours, je me suis dit, c'est maintenant que je vais commencer à apprendre. Et si je fais rien, je vais tout oublier. Et je me suis rappelé d'un adage, je ne sais pas d'où il me vient cet adage, c'était il y a longtemps, qui disait pour apprendre, il faut transmettre. Et je me suis dit, le seul moyen de continuer à apprendre, c'est de transmettre non seulement ce que j'ai appris, mais continuer à apprendre et à transmettre ce que je vais apprendre. Et c'était aussi une façon de continuer à rester accrochée à mes plantes médicinales chéries et continuer à apprendre et apprendre et apprendre sur elles. Et j'avais envie de créer un podcast. J'ai eu plein d'idées, mais aucune idée ne me mettait des papillons dans le ventre. Et là, je me suis dit, mais les plantes médicinales. Et j'ai créé Sorcière en herbe. Au début, le podcast s'appelait Sorcière en herbe, parce qu'il y avait un jeu de mots dans herbe, je mettais le S entre parenthèses. Herbe sans S, c'est le débutant dans un milieu, dans un métier. Donc, c'était sorcière en herbe, débutante en sorcellerie des plantes. Et en herbe, parce que je ne parlais que des herbes médicinales. Et j'ouvre juste une parenthèse, les sorcières, c'était des guérisseuses à l'époque. Et on les a traitées de sorcellerie, de sorcières, et on les a tuées. Mais la vraie sorcière était une guérisseuse. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris que dans ma lignée féminine, du côté de ma mère, et ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pardon, était guérisseuse. Je ne le savais pas. En Algérie? Oui. Elle était accoucheuse et guérisseuse. Et qu'en plus, en fait, mes tantes, ainsi que ma mère, étaient toutes thérapeutes ou médecins. Donc, il y avait quelque chose dans la lignée familiale et je ne faisais que rendre hommage à toute cette lignée et en étant finalement enfin moi-même, ce côté bien-être qui m'a toujours animée, mais je ne l'avais jamais vraiment concentré dans un domaine très précis et qui était les plantes. Et le côté transmission, qui était très important pour moi, cette passeuse d'expérience. Et les deux ont donné lieu au podcast. Et c'est là où je me suis rappelée de mon ikigai. Je me suis dit, mais enfin, je l'ai trouvé. Oui. J'ai trouvé l'activité qui était le centre de mon ikigai. Du coup, 2023, il y a Conteuse végétale qui apparaît. Comment le lien se fait sous quelques années? Et qu'est-ce qu'on retrouve au sein de Conteuse végétale? Alors, il y a eu donc Sorcière en herbe, qui était vraiment mon podcast et qui a eu un succès très rapide. Et je ne m'y attendais pas. Très vite, il y a eu beaucoup d'écoutes. Très vite, j'ai eu des retours. Très vite. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut vraiment que tu réfléchisses à ta reconversion professionnelle, là, parce que c'est bien beau un podcast, mais ce n'est pas rémunérateur. Ça coûte même de l'argent. Comment tu vas en faire un métier. Donc, j'ai beaucoup tâtonné au début. J'ai voulu faire de la communication pour les marques qui étaient dans les plantes médicinales. Donc, je l'ai fait. J'ai monétisé le podcast par une marque qui créait des produits et des soins naturels pour finalement revenir au podcast qui est en fait... j'ai créé un podcast pour transmettre et le podcasting, le métier en lui-même est devenu une passion. Et aujourd'hui, c'est Conteuse Studio, parce que j'aime... Je reprends. Aujourd'hui, c'est devenu... c'est passé par Conteuse végétale parce que je parlais que de plantes au départ. Donc, comment raconter l'histoire
des plantes médicinales à travers le podcast ou à travers sa communication globalement. Donc c'était conteuse végétale, la tagline, le storytelling des plantes médicinales, pour finalement devenir conteuse studio, le studio de podcast au service des coachs et des thérapeutes et des médecines naturelles pour transmettre leur histoire et humaniser leur marque. Du coup, c'est quoi ta proposition de valeur, ta différenciation et qu'est-ce qu'on peut retrouver au sein de ton podcast, de ton studio finalement? Alors, au sein de mon studio, c'est un accompagnement à destination plutôt des femmes, et je vais dire pourquoi. Plutôt en reconversion professionnelle, et je vais dire aussi pourquoi. Dans les médecines et les thérapies complémentaires et le coaching en général. Pourquoi cet accompagnement? Pourquoi cette cible-là? Parce que en France, l'entrepreneur est une entrepreneuse. Ça paraît surprendre, mais il y a beaucoup plus d'entrepreneuses que d'entrepreneurs. Et l'entrepreneuse moyenne a 46 ans. C'est pas 46 ans. Oui, c'est la moyenne et ce sont des statistiques officielles. Je ne les ai pas inventées, je ne les ai pas sorties d'un chapeau. Ça vient des sites officiels, voire gouvernementaux, la CCI, enfin tout, la BPI, tous ces sites qui connaissent bien l'entrepreneuriat, qui peuvent en témoigner. Donc l'entrepreneur en France est une entrepreneuse qui a 46 ans. Donc il faut imaginer qu'à 46 ans, ce n'est pas son premier métier, c'est plutôt une reconversion. Et pourquoi 46 ans? Parce que souvent, on est considéré comme has-been à partir de 45 ans. Et si on a la chance ou la malchance d'être licencié ou de quitter son entreprise suite à un plan social à ce moment-là, il est plus difficile, voire très difficile, voire impossible de retrouver un autre poste salarié, et quelle que soit son expertise et son expérience et ses compétences. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, Dieu merci, mais souvent, c'est à ce moment-là qu'on se repose des questions et on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Du sens. On est en midlife aussi, c'est le moment où les enfants sont grands, si on a eu des enfants. Ils sont peut-être même en train de quitter le giron familial et on a moins de pression, peut-être même financièrement, peut-être moins de pression à ce moment-là. Et on se pose la question de qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie. Et l'entrepreneuse de 46 ans est souvent dans le bien-être, souvent dans l'accompagnement personnel, souvent dans le soin. Donc c'est aussi pour ça que tu l'as choisi. Alors, je ne l'ai pas choisi parce que j'ai fait une étude de marché. Je me suis dit, ouais, top, je vais avoir plein de gens dans ce domaine-là. C'est parce que ça réunit. Ça a un sens. On revient à mon ikigai. Mon ikigai, c'est la transmission. Mon ikigai, c'est le bien-être. Mon ikigai, c'est tout ce que j'ai accumulé comme expérience jusqu'ici. Ma vie personnelle rejoint ma vie professionnelle. Moi aussi, j'ai quitté l'entreprise à 51 ans et j'ai été confrontée à mon non-réponse à mes CV envoyés. Mais clairement, ce n'est même pas un appel, même pas une convocation à un premier entretien. Je me suis dit, je suis à ce point-là invisible. Et là, je me suis dit, non, tu n'es pas invisible, mais tu vas créer ta propre structure. Comment tu les accompagnes, ces femmes, quand elles viennent? On va parler des peurs et des blocages qu'elles ont, mais de quelle manière tu les accompagnes? Déjà, pourquoi je les accompagne? Avant de dire comment je les accompagne. Je les accompagne parce que souvent, si on est en reconversion professionnelle à cet âge-là, et qu'on est en plus une femme, 75% des femmes souffrent du syndrome de l'imposteur contre 50% des hommes. Et d'autant plus que si on a 46 ans, invisibilisé, et qu'on change de métier, on se dit, mais j'ai aucune légitimité. Et donc là, je dis, mais raconte ton histoire, pose ton expertise, et le podcast va te servir à ça. Voilà le pourquoi. Pourquoi je propose le podcast? Parce que c'est un moyen incroyable de raconter son histoire de manière longue. Un post, c'est 30 secondes de lecture. Un réel, c'est 1 minute 30 grand maximum.
Un podcast, c'est le temps long. On met ses écouteurs et on peut écouter 5, 10, 15, 20 minutes. Si le message est bien porté, on peut même écouter 1 heure. Et là, on raconte tout. On peut tout raconter dans les détails, dans la nuance, dans la proximité, dans l'intimité. L'idée, c'est pas raconter son histoire, c'est pas faire du porn message. Voilà, Elle on est n'est pas pas mal là. celle-là. On n'est pas là pour raconter tout de notre vie, mais l'essentiel, et on a le temps de le faire. Ça, c'est le pourquoi. Comment je les accompagne? Souvent, ces femmes viennent avec une idée préconçue, au sens littéral, préconçue de leur podcast. Une idée assez précise du thème. Et elles sont bloquées par la technique. C'est souvent le point de blocage. Et je leur dis, mais vous savez que la technique, c'est 20% du problème. Revenons au début. Et là, on redéroule le why. Mais pourquoi ce podcast? Pourquoi ce thème? Alors au début, elles sont un peu déstabilisées. Au point où des fois, j'ai eu peur de perdre la personne en cours de route, de se dire, ouais, c'est pas fait pour moi et tout. Et en fait, en redéroulant l'histoire, le why, le pourquoi, ce pourquoi profond, souvent, à 99%, ce n'est pas le bon sujet au départ. Pour l'instant, en tout cas, ça a été un strike. Ce n'était pas le bon sujet, ce n'était pas le bon why. Et on redéroule tout ça et en fait, je les accompagne pour connaître le vrai pourquoi, le vrai sujet, le vrai persona. Et on descend l'entonnoir. On arrive à un moment à la technique, mais même la technique découle de ce qu'on veut faire. On pense souvent que le podcast, c'est comme là, maintenant, c'est conversationnel. Mais il y a une dizaine de formats possibles au podcast. Et c'est en fonction du thème et de qui on veut toucher et pourquoi on veut les toucher qu'on détermine le format et pas l'inverse. Donc, c'est bien de revenir au début de l'histoire et de redérouler tout ça pour trouver le nom du podcast, pour trouver le format du podcast, pour trouver la durée du podcast, pour trouver les réseaux sociaux sur lesquels va être diffusé le podcast. Et ensuite, on va parler technique. Mais la technique vient à la fin. Et même le choix de la technique et du matériel vient du format et vient donc du why de départ. Et ça, on ne l'imagine pas quand on pense à un podcast, à créer un podcast. Et c'est ça que j'ai envie, en fait, de faire avec chacune des idées qui me sont proposées au départ. Et donc, ça commence par, tout simplement, très concrètement, par un appel découverte de 20 minutes. J'explique ma démarche. Je réponds à certaines questions parce qu'il y a des personnes tout à fait capables de le faire seules, et tant mieux. Je réponds à quelques questions pour lever certains blocages. Et les personnes qui veulent continuer avec moi, c'est 6 à 8 semaines d'accompagnement. C'est du one-to-one, le plus souvent. Et on va lever toutes les questions jusqu'au bout, jusqu'au l'épisode 0. Le fameux trailer, la bande-annonce. Donc, tout est fait. Le visuel est fait, le matériel est là, le plan éditorial est fait, et on fait l'épisode 0. Et ensuite, la personne continue toute seule ces épisodes parce qu'elle est à ce moment-là sûre de ce qu'elle fait et de comment elle doit le faire. Combien d'épisodes en moyenne, une question qui me vient, elles produisent toutes seules? C'est quoi? C'est 6, c'est 12, c'est 20, c'est 2? En moyenne, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a celles qui se sont arrêtées au bout de 10-15. C'est déjà pas mal parce que la plupart, 90% des podcasts s'arrêtent avant le 5e, je crois, épisode. Et ça, c'est aussi ça, l'accompagnement. Si on n'est pas en phase totalement, si on n'a pas les papillons au ventre au début quand on crée, si on dit je crée un podcast parce qu'on m'a dit qu'il faut le faire, c'est bien parce que c'est une carte de visite, c'est un média, il faut que j'ai un média, on s'arrête. Parce que c'est exigeant un podcast. Je ne vais pas dire le contraire, c'est exigeant. Et c'est ce que j'adore aussi dans le podcast. Je ne peux que valider. et là, on s'arrête. Par contre, si on est dans le flow, parce que c'est un vrai why,
On a les papillons à chaque fois qu'on branche le téléphone et on a envie de transmettre l'idée du jour. Là, on fait 5, 10, 20. Ma cliente la plus longue, on est au 20e épisode. Donc, on va fêter ensemble la première année de son podcast. Et elle n'a qu'une envie, c'est de continuer, continuer, continuer. Et je continue avec elle parce que je dis on, parce que je suis sa conseillère en podcast et on continue à travailler ensemble, même après le lancement de son épisode 0. Je suis sa podcast manager, son auditrice, auditeur au sens de audit. On audite ensemble le podcast régulièrement pour savoir quels sont les points d'amélioration. Et je suis aussi consultante en quelque sorte, puisque je lui donne régulièrement de nouvelles idées, de nouvelles choses à creuser pour aller encore plus loin. Donc on peut aller très longtemps et très loin avec le podcast et ensemble. Tu parlais de syndrome de l'imposteur, c'est vrai que le podcast, alors audio et vidéo, on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui, mais permet justement d'avoir un travail profond, faire un dev perso. Ah, c'est très souvent ce que j'entends. On parle des femmes, parce que les hommes, on n'est pas assez hommes pour pouvoir en parler. Mais ça a ce pouvoir-là. Et j'imagine que tu as eu des retours de femmes qui t'ont dit « Ah, j'aurais pas imaginé la possibilité de prendre la parole, d'être légitime, de dire des choses intéressantes. » Ça, c'est des choses que tu dois entendre très régulièrement au démarrage. Oui. Là, c'est exprimé souvent, mais j'ai peur de ne plus rien avoir à dire au bout de 3 épisodes. Est-ce que c'est intéressant ce que je vais dire ? Est-ce que ça va intéresser les autres ? Et paradoxalement, j'ai aussi 2 profils totalement opposés. Il y a ceux qui font « Ah, moi, je vais faire que de l'interview parce que narratif, j'ai rien à dire. Je vais pas raconter ma vie. » Et ça les bloque, le narratif. Et d'autres... Ah non, surtout pas d'interview. Je suis pas légitime, moi, pour aller interviewer des experts dans mon domaine. Je préfère écrire moi-même mon script et raconter ce que j'ai à raconter. Je suis toute seule, je sais ce que j'ai à faire. Et toutes les deux sont... Ces 2 profils quasi opposés ont la même problématique. C'est est-ce que je suis assez légitime ? Une pour raconter sa vie et l'autre pour interviewer des experts. Mais en fait, toutes les 2 peuvent faire les 2. Donc souvent, je les pousse un peu. Si l'interview, tu aimes ça, essaye. Tu verras, c'est tout à fait possible et tu en as tout à fait la légitimité. Et l'autre, allez, lance-toi dans le narratif. Tu as des choses à dire. Toute ta vie, toute ton expérience, regarde où tu en es aujourd'hui et tu dis que tu n'as rien à dire. Non, c'est pas possible. Et là, je les pousse aussi un petit peu et elles se découvrent avoir des choses à dire, et l'autre se découvre experte dans son domaine, assez experte pour finalement interviewer à son tour des experts. Justement, si on avait une jeune entrepreneuse, et je ne parle pas d'âge, je parle jeune en changement, en reconversion. Parce que femme de 46 ans qui a 1 an d'expérience en entrepreneur. Tu as entre 40 et 50 ans. Allez, 40 et 60 ans, pourquoi pas. Non, blague à part. Tu lui donnerais quoi comme conseil pour démarrer ? Évidemment, ton accompagnement, si vraiment elle veut être encadrée et le faire vraiment de manière professionnelle, mais vraiment les 2-3 conseils comme ça qui te viendraient. Alors, je dirais il y a 3 choses qui m'ont beaucoup aidée. Les papillons. Revenons aux papillons. Les papillons. Si ça nous tord pas les boyaux, c'est pas la peine d'y aller. Dans les 2 sens. Quand ça fait peur, quand ça fait vraiment très peur, c'est que c'est là qu'il faut y aller. Donc, quand je dis tordre les boyaux, le boyau, la torsion agréable et la torsion désagréable. La torsion agréable, c'est comme quand on tombe amoureux. Cette sensation-là de papillon, il faut l'avoir aussi. Il faut tomber amoureux de son projet. Il faut que quand on en parle, on ait les yeux qui brillent. Moi, je vois la validité de mon projet dans le regard de l'autre. Quand je lui en parle et que la personne en face, à son tour, a les yeux qui brillent, elle sourit et elle me dit oh, « Qu'est-ce que tu es animée quand tu... » Ok, c'est mon truc. Mais qui me fait peur en même temps. C'est-à-dire que quand je suis toute seule, face au miroir et que je me reparle de mon projet, je me dis oh, ce projet, il me dépasse. Il faut y aller.
La deuxième chose, c'est de se faire accompagner quand on a des doutes, quand on est dans des grands moments de solitude dans la vie, des grands changements. En général, un changement ne vient jamais seul. La reconversion vient suite à un licenciement ou un burn-out ou quelque chose qui s'est mal passé à un moment donné. C'est des fois pendant un divorce, des fois c'est pendant une rupture. Donc, Savoir écouter les signes. voilà, c'est à ce moment-là que il faut se faire accompagner par un coach et pourquoi pas faire son ikigai si on ne l'a jamais fait. Parce que l'ikigai, c'est intemporel. C'est pas quelque chose qui va bouger dans le temps. C'est notre corps, comme je dis. C'est quelque chose qui est en nous profondément. Et l'ikigai ne veut pas dire forcément une activité rémunératrice. Attention. Au Japon, là où l'ikigai est commun, c'est c'est trouver l'équilibre avec une activité qui nous apporte du bonheur et qui nous donne envie de se lever tous les matins. Certains, c'est un side project. C'est être dans une association. Ça peut être beaucoup de choses. Mais trouver son ikigai. La troisième chose que j'ai découverte récemment, c'est le human design. On en parlait. Et ça, c'est génial. Moi, le human design, je l'ai fait très tardivement puisque je suis qu'un cas bien tassé, sans dire mon âge exact. Et j'ai découvert une chose en le lisant, qu'à chaque fois que je m'en voulais de ne pas avoir fait les choses autrement, c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je réexprime autrement pour être plus clair? En gros, à chaque fois que je dis « ouais, mais tu n'es porté que par le plaisir », et c'est pas, la vie n'est pas faite que de plaisir. Mais en fait, non, dans le monde human design, c'est mon moteur. Donc, j'ai bien fait d'écouter ce papillon et ce plaisir. Et c'est pour ça que j'ai changé autant de métier. Il ne faut pas avoir peur du plaisir. Pense aux fleurs si tu as la ref. Il ne faut pas avoir peur du plaisir. Ouais. Il faut avoir du plaisir dans son travail. Le travail, ce n'est pas forcément quelque chose de désagréable. Normalement, ça devrait être un plaisir. Tu sais, aller le lundi au boulot, avec les papillons dans le ventre. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jours c'est rose. Non, il y a jamais. C'est comme dans un couple, il n'y a jamais de toujours. Voilà. Rose comme ton pull. C'est pour ça que je porte du rose aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur du plaisir. Il ne faut pas avoir peur du plaisir qui nous porte au changement. Changement de métier, changement de conjoint, changement de cadre de vie. Moi, j'ai tout changé en même temps, en une année. Alors après, j'ai fait presque un burn-out parce que j'ai fait trop de changements d'un coup. Mais j'ai changé de vie totalement. De métier, de cadre de vie, de région, de gens que je côtoie. Mais je l'ai fait parce que j'étais portée par le plaisir à ce moment-là. Et j'ai bien fait de le faire à ce moment-là. Justement, sans regret. Est-ce que tu aurais des exemples de personnes, de témoignages, sans citer les noms, parce que ce n'est pas le but, de femmes que tu as accompagnées et du résultat des réussites, je mets entre guillemets, parce que la réussite, tout dépend de la définition de chacun, au bout justement de tant de temps d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en donner 2, 3 Je vais donner un exemple, parce qu'il est vraiment très parlant. Cette femme, un peu comme nous, on s'était vaguement croisés il y a une vingtaine d'années, on s'est retrouvés à travailler ensemble. D'abord à être interviewée sur mon propre podcast et ensuite je l'ai accompagnée à créer le sien. Cette femme est venue me voir avec une idée qui s'avérait être la mauvaise. Mais bon, c'est comme ça. Et quand 2 semaines ou 3 après l'accompagnement, je lui dis « Mais tu te souviens de l'idée avec laquelle tu étais venue ?» Elle me dit « Non, pas vraiment. » Donc, comme je note tout, je lui ai donné l'idée. Elle me dit « Heureusement que ce n'était pas ça, c'est boring. » Elle me dit « Mais c'était ennuyeux au possible, mais ça ne me ressemble pas. » Je lui dis « Mais je le savais, mais je ne voulais pas te braquer dès le départ parce que tu m'aurais quitté, je pense. » Donc voilà, comment décortiquer et partir d'une vraie fausse bonne idée à la vraie bonne idée. Ce podcast, même s'il a pas beaucoup d'écoute, mais c'est un podcast qui est de niche un peu, donc, mais c'est tombé dans les bonnes oreilles. Elle a été invitée à des conférences, elle a été invitée à des radios pour parler. Et ce podcast, à la fois, c'était un side project parce que ça parle de choses qui l'animent, mais on a trouvé le lien, on l'a imbriqué avec son entreprise, de telle manière à ce que ça serve aussi à son entreprise et que le temps qu'elle met dans le podcast, parce que ça prend du temps,
serve quelque chose à son entreprise. Et du coup, de fil en aiguille, bon, c'est une multipotentielle qui adore avoir plein de projets. Elle en avait peur. Elle me dit, ouais, ça va être du temps. Ouais, ça va être de l'argent. Je suis pas sûre de tenir. On en est à 20 épisodes. Au début, ouais, moi, je le fais quand j'en ai envie. Hein. Je n'ai pas envie de pression. Moi, je ne fonctionne pas à la pression. Et au final, elle est très régulière. Tous les 15 jours, on a un podcast. Et c'est génial. En fait, cet accompagnement lui a fait découvrir qu'elle avait bien plus de ressources et qu'elle était bien plus qu'elle ne pensait être. Et c'était aussi un accompagnement qui s'est adapté à sa formation, à sa personnalité. Et ça, c'est très important. Les gens ne rentrent pas dans les cases. C'est les cases qui doivent s'adapter aux personnalités. Et ça, c'est ce qui est, je pense, le point le plus fort dans l'accompagnement. C'est d'aller soutirer ce qu'il y a de meilleur en chacune en fonction de sa personnalité. Mais en même temps, on attire des personnes qui nous ressemblent. Donc, c'est jamais très éloigné de ma façon de fonctionner. C'est incroyable comme les parcours que je reçois me ressemblent. J'allais dire justement, tu parlais de quinca tout à l'heure. Est-ce que finalement, il n'y a pas de hasard au fait que tu accompagnes ces femmes qui sont en reconversion, mais de 40, 45, 50 ans? Mais pas du tout. Pas du tout. Autant au début, j'étais très généraliste. Bon, il me faut des marques de bien-être, des marques de plantes médicinales. Et petit à petit, l'entonnoir s'est rétréci et le déclic s'est fait. Alors, j'utilise le mot déclic parce que la capsule, en plus, s'appelle Déclic. Je ne vais pas citer le nom du média, mais j'étais invitée à un média pour parler de ma reconversion en podcasting. Et là, en sortant de là, j'ai compris qu'il fallait que je parle à des personnes qui me ressemblent aussi. Je ne fais pas que les attirer par le hasard ou l'énergie universelle ou je ne sais quoi d'autre. C'est qu'à un moment, il fallait que je m'adresse à ces personnes parce que moi, je l'ai vécu. Cette invisibilisation, je l'ai vécue. Cette reconversion parfois forcée. Il y a des personnes qui n'ont pas eu le choix que de se reconvertir, de créer leur boîte pour créer leur job et leur rémunération. Elles n'ont pas le choix, elles sont invisibilisées. Donc je me suis dit, mais en fait, je l'ai vécu, j'ai rebondi, mais toute cette expérience doit servir. Et comme je suis une passeuse d'expérience, on en revient toujours au point de départ. Centre de l'ikigai. C'est le centre de mon ikigai. Oui, je te parle, toi, l'entrepreneuse qui a 46 ans et plus, qui est en reconversion. Et si, en plus, tu es dans le bien-être ou la thérapie ou le coaching, tu m'intéresses. Et tu sauras très bien, voire parfaitement, les guider. Voilà, on parle le même langage, on parle les mêmes difficultés et on parle les mêmes leviers. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 5 ans, 10 ans? Où est-ce que tu te verrais pour Conteuse Studio ou d'autres projets, hein, pourquoi pas? Ou d'autres projets. Conteuse Studio. Déjà, Conteuse Studio est assez relativement récent puisque je l'ai créé en 2023 et continuer à accompagner encore plus de femmes. Élargir ma structure. Moi, j'ai envie d'aller vers une structure pluridisciplinaire. Et pourquoi pas, peut-être même en amont, travailler avec des prestataires qui font de l'ikigai, qui font des bilans de compétences. Et voilà, je les amène vers eux et eux me les renvoient ensuite pour légitimiser leur expertise et leur entreprise. Et je me vois aussi, parce que c'est vraiment le centre de mon ikigai et ça a toujours été un moteur pour moi, cette transmission, c'est d'être sur une scène, j'allais dire, mais chanter, c'est être sur scène, écrire un livre, c'est être sur scène, podcaster, c'est être sur scène, et être conférencière dans ce domaine-là, la reconversion, la légitimisation, le syndrome de l'imposteur, c'est des vrais sujets. C'est des sujets autant entrepreneuriales que féministes. Et ce sont deux choses très importantes pour moi. Il y a une question qui me vient. Est-ce que tu as encore des rêves? Oh, j'en ai plein. Oui. Et des rêves qui me dépassent à chaque fois, souvent. Oui, j'en ai. Je suis une enfant. J'oublie même mon âge, souvent. Et quand je commence un projet, j'ai toujours la même énergie
je ne parle pas de l'énergie au sens de force. Ouais, pas physique, ouais. Pas l'énergie Ouais. physique, l'énergie moteur, Vital, presque. vitale, de quand j'avais 25 ans. Mais vraiment, je le ressens. C'est-à-dire que je me sens comme une enfant. Et quand j'en parle comme une enfant. Enfin, 25 ans, on est adulte et on est à la fois adulte et enfant. C'était pas très loin encore. Et oui, j'ai des rêves. Alors là, pour les citer maintenant, je suis en plein rêve, donc je me projette pas sur un rêve prochain parce que je suis je suis en train de vivre celui-là et j'ai pas envie de me réveiller demain. C'est trop tôt. Je suis bien dedans. Je suis sur mon petit nuage, donc pour l'instant aussi, avoir un studio comme celui-ci dans un van et être nomade dans toutes les régions où il manque des structures comme celle-ci. Mais il ne manque pas d'idées. Il ne manque pas d'entrepreneurs, il ne manque pas de jeunesse, il ne manque pas d'envie, mais il manque de structure. Donc peut-être aller au-devant, à la rencontre de ces personnes avec un studio nomade dans un van. Pourquoi pas? T'es pas la première à m'en parler. Beaucoup de femmes que je connais qui sont aux États-Unis pratiquent un peu du vlogging, hein, comme on dit, et qui ont cette idée-là. Mais dans le domaine effectivement, du bien-être, c'est assez rare. Donc moi, je t'encourage et je te suivrai d'ailleurs plein d'internautes, d'abonnés qui sont nouveaux ou anciens chez toi, suivront les projets. Pour conclure notre échange, est-ce que tu aurais un mot à transmettre, une citation, quelque chose qui tient à cœur, qui te vient et que tu as vraiment envie de dire en conclusion? Il y a un adage qu'on attribue aux Japonais, encore une fois, Ikigai, Japon, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, vraiment, à comprendre son essence. C'est fixe-toi un objectif et oublie-le. Quand je l'ai entendu la première fois, je me dis, si tu te fixes un objectif, tu ne peux pas l'oublier. Sinon, tu ne vas pas vers ton objectif. En fait, je l'ai compris des années après. C'est pas oublier l'objectif en tant que tel ou le rêve en tant que tel. C'est oublier, ne te restreins pas dans les moyens que tu te donnes pour l'atteindre. Dans le sens où, si on se fixe un objectif et on se dit c'est comme ça et pas autrement que j'y arrive, on se met des œillères. Et tout ce qui nous arrive en transverse, on ne le voit plus. Ces opportunités qui ne portent pas leur nom, on ne les voit plus. En gros, la temporalité universelle n'est pas le temps de ton agenda. Ton objectif, peut-être que tu vas l'atteindre dans 20 ans. Tu vas même carrément l'oublier en te disant c'est un échec. Mais tu ne sais pas le nombre de personnes que tu dois rencontrer, le nombre d'épreuves que tu dois traverser, le nombre de choses que tu dois apprendre, le nombre d'opportunités que tu vas rater peut-être pour y arriver. En fait, on connaît notre objectif, mais il ne faut surtout pas savoir comment tu atteins ton objectif. Et c'est là que j'ai compris cet adage. Oui, fixe-toi un objectif et oublie-le. Vis. Tu vas l'atteindre à un moment ou à un autre. Un objectif, ce n'est pas forcément un business plan. C'est bien, c'est important pour aller à la banque, faire un prêt, savoir où tu vas financièrement. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça le moteur. Non. Et des fois, l'objectif, tu l'atteins des années après, presque à ton insu. Et tu regardes dans le rétro, tu te dis, mais en fait, je l'avais oublié et c'est maintenant que j'y arrive. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on est en début d'année, tout le monde pose des objectifs de l'année. Et c'est très marrant, moi j'aime bien l'exercice de poser sur un livre, un cahier, une tablette, peu importe. Et de revoir ça 6 mois, voire 1 an après. Et en général, 80% ne sont pas passés comme on avait prévu. Tant mieux, hein. Tant mieux. Ou c'est très étonnant. Alors moi, j'ai un exercice. Je vais plus loin que toi, un petit peu plus loin. Pendant des années, je m'écrivais une lettre à moi-même que je n'ouvrais que le 31 décembre. Et puis, entre-temps, depuis 1 an, j'ai découvert un site qui s'appelle futureme.org. Ouais. Tu t'écris la lettre et tu programmes l'envoi et tu le reçois en message sur tes mails dans 6 mois, dans 1 an. Et moi, en fait, c'est une lettre que j'écris à moi-même avec des objectifs, des envies. Alors, c'est très structuré. C'est pas que si à l'occasion, je raconterai ça peut-être dans un réel ou comment je fais. Et donc, maintenant, je l'écris sur Future Me.
je le programme le 31 décembre. Le 31 décembre, je le reçois dans mes mails et je l'ouvre. Souvent, j'ai complètement oublié le contenu de cette lettre. Et je suis très surprise, à la fois bonne surprise et à la fois des mauvaises surprises. Mais c'est toujours très surprenant de redécouvrir ce qui nous motivait en début d'année et qui n'est pas du tout la même chose à la fin de l'année et le parcours qu'on a eu. Et comme j'adore les adages, tu le remarqueras. Oui. Il y a je crois que c'est en Pologne, on dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Ça sera le mot de la fin. Ça va finir parfaitement. J'attendais justement, et ben en fait, c'est au bon moment. Je te remercie pour cet échange. C'était passionnant. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui te connaissent et qui ont redécouvert des facettes. On aurait pu durer des heures ensemble. On partage cette passion pour le podcast, pour le long format, pour la transmission et surtout pour le vrai, ce qui nous anime au fond de soi. Et je te remercie de confirmer ce que je pense, parce que je suis plus jeune que toi, et de se dire, tu as peut-être 10, 15 ans de plus, mais tu as l'image de cette jeunesse qui continue et cette stimulation, cette envie, toujours, tu sais, le être en vie, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui t'anime ? Donc, merci de le transmettre encore aujourd'hui. Tant qu'on a des rêves, on est jeune. Le jour où on n'a plus de rêves, je pense qu'on peut commencer à creuser sa propre tombe. Mais littéralement, c'est qu'on est arrivé à la fin. Et en off ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment ça que je pense. Merci Sonia pour ce temps précieux, et on mettra bien sûr à tous tes abonnés, tes invités, les informations en bas de l'écran, ton site, le lien, tout ce qu'il faut bien, les références dont tu as parlé aussi, l'ikigai, et puis peut-être un prochain épisode. En tout cas, j'en serais ravie, puisqu'on s'est retrouvés quelques années après avoir Oui, échangé à l'époque, et 10 ans. comme quoi la boucle est bouclée. C'est ça, la boucle est bouclée.